Ces images de vidéosurveillance montrent des personnes sortir d'un établissement, visiblement un bar, un club, ou en tout cas un lieu ouvert la nuit. Cette vidéo, vous n'êtes pas les seuls à l'avoir vue. Des enquêteurs de police l'ont aussi visionnée avec attention. Ce qu'ils ignorent au moment où ils observent ces images, c'est que l'histoire dans laquelle ils plongent les amène dans l'univers de l'astrologie, de la magie et de l'occulte. Si vous souhaitez savoir comment un alignement de planètes a donné lieu à un sacrifice humain, ne bougez pas, je vous raconte. Baie-Saint-Louis est une toute petite ville de 10 000 habitants située à l'extrême sud de l'État du Mississippi. Beaucoup d'Américains du coin adorent s'y rendre, parce que cette commune possède de magnifiques plages donnant sur le golfe du Mexique. Les plages sont donc l'atout principal de Baie-Saint-Louis. Et le jeudi 7 juin 2012, c'est une découverte sur l'une de ces étendues de sable qui va faire retentir le nom de la ville sur tous les postes de télévision américains. Il est environ 17h30 lorsque les employés municipaux de la ville effectuent leur ronde quotidienne afin de maintenir la plage dans un état de propreté excellent. Ils collectent tous les déchets que les touristes abandonnent sur le sable, mais aussi les objets qui pourraient venir s'échouer depuis la mer. C'est alors que l'un des employés remarque un objet étrange plus loin sur la plage. Il pense d'abord à un bloc de polystyrène ou un détritus de ce type. Sauf qu'en s'approchant petit à petit, il saisit que ce n'est pas ce à quoi il pensait. Mais il ne parvient toujours pas à déterminer de quoi il s'agit. Une fois en face de l'objet, c'est l'horreur absolue. Il réalise que c'est un cadavre, mais pas un cadavre entier, seulement le torse. La panique gagne les employés, qui contactent aussitôt les autorités, et une foule de policiers est envoyée sur place. Le périmètre est bouclé. Il y a beaucoup de familles qui se promènent dans le coin. Il faut éviter de choquer les enfants à vie avec une telle vision d'horreur. Et surtout, il faut préserver la zone pour ne pas contaminer ce potentiel lieu de crime. Après quelques minutes, le secteur est sécurisé par les forces de l'ordre. Les inspecteurs analysent donc le torse gisant sur la plage. Le médecin légiste, qui est également présent, donne ses premières hypothèses. Il y en a une qui est évidente et qui saute aux yeux de tout le monde. Le corps a été démembré. La tête a été retirée et il ne reste que la partie supérieure du tronc. C'est une femme qui a été mutilée, manifestement. Relativement jeune, d'après l'expert, et pour lui, le meurtre n'a pas eu lieu ici. Il suppose que le corps a été déposé à cet endroit. La grande question désormais est celle de l'identification. Qui est cette jeune femme ? Qui aurait pu lui en vouloir au point de lui faire subir une atrocité de la sorte ? Les policiers ne le savent pas encore. Mais ils viennent de mettre les pieds dans une affaire qui sera certainement la plus sombre de toute leur carrière. Mais pour comprendre, il faut remonter en 1972 et aller du côté de la Caroline du Nord, dans le comté de Surrey. C'est là-bas que vient au monde Terry Speaks. Les premiers pas dans la vie ne sont pas évidents pour le petit garçon. Son père est un alcoolique chronique, qui ne s'intéresse pas du tout à son fils, tandis que sa mère, victime d'un handicap, éprouve les plus grandes difficultés à prendre soin de son enfant. C'est pour cette raison que Terry est envoyé chez ses grands-parents, et ce sont eux qui l'élèvent. Le comté de Surrey est très rural. Le garçon doit mettre la main à la pâte et participer à toutes les corvées de la maison. Dès qu'il en a l'âge, il se fait employer dans plusieurs petits boulots afin de contribuer à l'équilibre financier du foyer. Il ne profite de quasiment aucun loisir, alors que lui aussi aimerait s'amuser comme le font la plupart de ses amis du lycée. Et puis un jour, alors qu'il est en dernière année, il rencontre une fille à l'école, dont il tombe fou amoureux. C'est réciproque. Les deux forment le couple parfait. Ils sont tous les deux diplômés. Après le lycée, pour eux, ça y est, la vie d'adulte commence. Terry est particulièrement content. Il se sentait un peu prisonnier de sa vie, avec toutes ses corvées et les salaires de son labeur dont il ne pouvait pas profiter. Mais à présent, il est amoureux, libre, et c'est une autre vie qui commence. C'est le bonheur total au sein du couple, qui franchit le cap symbolique du mariage. Très vite, la question d'une descendance se pose. Et la réponse est toute trouvée, puisque les deux époux ont 2 enfants.
C'est alors qu'un petit souci pointe le bout de son nez. Les salaires cumulés du couple sont très modestes. Et avec 2 bouches à nourrir, cela devient une angoisse à chaque fin de mois. Terry prend donc une décision radicale. Il va s'engager dans l'armée et dans le corps des Marines pour subvenir aux besoins de sa famille. Il est prêt à se sacrifier pour que ses enfants grandissent dans les meilleures conditions possibles. Et l'armée permet une rentrée d'argent bien plus conséquente que ce qu'il perçoit actuellement. En théorie, Terry ne voit aucun inconvénient à cette stratégie. Dans la pratique, faire partie du corps des Marines est une contrainte énorme quand il s'agit de conserver des liens familiaux. Le jeune homme est régulièrement envoyé en mission aux 4 coins du globe. Et quand il se trouve aux États-Unis, son temps disponible pour sa famille est très limité. Cela engendre des tensions dans le couple. La distance refroidit les sentiments. Et la femme de Terry décide qu'il est temps d'arrêter les frais. Et demande le divorce en sollicitant la garde des enfants. Le jeune papa, compte tenu de son métier, n'a aucune chance d'obtenir cette garde. Et sans surprise, c'est sa femme qui en hérite après la décision d'un juge. Suite à quelques années de bonheur, Terry est effondré. Il faut tout recommencer, mais c'est très difficile pour lui. Son ex-femme fait tout pour qu'il ne puisse plus voir ses enfants, et elle réussit. Le père n'a plus de contact avec sa propre descendance, qu'il a pourtant chérie des années durant. Lui, qui était prêt à donner sa vie pour sa famille, se fait punir de la plus injuste des manières. Cependant, il n'a pas l'occasion de s'apitoyer sur son sort. Il est encore un Marines pour quelques mois, et il doit aller au bout de son contrat. Après ça, il ne rempile pas. Il quitte l'armée complètement, désemparé de sa situation actuelle, et se contente de petits boulots comme il en avait avant sa carrière militaire pour survivre. Une dépression s'installe, et Terry n'a plus réellement d'attente dans la vie. Une année s'écoule. Alors que le jeune homme pense que la vie est affreusement difficile sans sa famille, il fait une rencontre inattendue. Une femme, nommée Cindy, se place sur son chemin. C'est un rebondissement imprévisible pour Terry, qui se trouvait au fond du gouffre. Entre eux, c'est une entente fusionnelle. Les deux sont heureux ensemble, et Terry comprend qu'il a droit à une seconde chance de goûter au bonheur. C'est un véritable coup de foudre, et l'histoire se répète. Le couple se marie et a finalement un enfant. C'était inespéré. En plus, Terry a réussi à bien développer sa carrière professionnelle dans le domaine de la restauration, et gagne plutôt bien sa vie. D'ailleurs, une très grosse opportunité survient avec un poste qui lui est proposé. Seul inconvénient, la localisation de l'emploi qui se trouve à New York, très loin de la Caroline du Nord. Simplement, l'offre est tellement alléchante qu'il est impossible de la refuser. Terry est confiant sur le fait que Cindy le suivra avec leur enfant. Mais, surprise, elle refuse. Elle considère la Grande Pomme comme une ville bien trop stressante pour y élever un enfant. Elle campe sur ses positions malgré l'insistance de Terry. Et elle souhaite rester en Caroline du Nord. Très bien. C'est le jeune homme qui ira du côté de New York et fera les allers-retours. Là encore, l'histoire se répète pour Terry. La distance entre lui et sa femme réduit petit à petit l'amour qu'elle lui porte. Loin des yeux, loin du cœur. Et surtout, le divorce est demandé par Cindy. 3 mois plus tard, Terry a la désagréable surprise d'apprendre cette nouvelle par un courrier d'un avocat qui lui parvient alors qu'il est à New York. Il n'en revient pas. C'est un second coup de massue. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et cette fois, la dépression dans laquelle tombe le jeune homme est encore plus puissante que la première. À nouveau, il n'obtient pas la garde de son enfant. Une distance se crée et les ponts sont coupés. C'est une situation horrible pour lui. Il ne veut plus souffrir. Alors, il plonge dans la terrible spirale de la drogue et de l'alcool. Terry est à 2 doigts de mettre fin à ses jours. S'il ne le fait pas, c'est uniquement parce que toutes ses tentatives ont échoué. Il y a un déclic cependant. Il se ressaisit et il est déterminé à changer de vie pour sauver la sienne. Il fait ses valises, quitte New York et sillonne les États-Unis durant des années. Il ne s'arrête dans des villes que le temps de gagner de l'argent, puis il repart et visite un maximum le monde qui l'entoure. C'est une excellente cure, parce que cela lui fait un bien fou. Terry est un nomade, solitaire mais heureux, un bonheur qui lui manquait. Au cours de l'année 2011, il s'arrête du côté de la Louisiane, et plus précisément dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans.
C'est à Bourbon Street qu'il décroche un emploi de vigile dans un bar. Il est censé travailler pour remplir son compte bancaire avant de repartir à l'aventure. Sauf que Terry adore l'ambiance de ce quartier folklorique. Il y a plein de personnes un peu déjantées. Et l'atmosphère bizarre du secteur est agréable à vivre. Les gens ne se prennent pas au sérieux et s'amusent tout simplement. Le quartier français de la Nouvelle-Orléans est unique aux États-Unis. Soit on déteste, soit on adore. Et Terry est devenu accro à cette ville. C'est d'ailleurs ici qu'il va faire une rencontre qui va changer sa vie. Celle de Margaret Sanchez, une jeune femme mystérieuse de 28 ans. Margaret est une fille du coin. Elle est née en Louisiane et y a grandi également. Mais un peu à l'image du quartier français de la ville, elle n'aime pas se conformer aux normes dictées par la société. Elle a envie de faire ce qu'elle veut et quand elle le souhaite. Adolescente, Margaret ressent le besoin d'exprimer ce qu'il y a au fond d'elle par tout moyen. Qu'elle soit heureuse, triste, en colère ou amoureuse, il faut que ça sorte. C'est une personnalité extravertie, mais difficile à canaliser. Son comportement exaspère sa mère, qui ne réussit pas à tempérer sa fille, qui se sent incomprise. Et lorsqu'une adolescente se sent incomprise, c'est souvent un litige qui résulte des interactions entre elle et les parents. Sa mère ne souhaite que le bonheur de sa fille, mais à travers le prisme d'une société bien encadrée. Et donc, elle veut à tout prix que Margaret suive un cursus universitaire pour obtenir un bon emploi et une bonne rémunération. C'est une vision de l'avenir à des années-lumière de ce que veut sa fille, qui ne l'entend pas de cette oreille de toute manière. Et elle n'attend qu'une seule chose, réussir à voler de ses propres ailes pour quitter le foyer familial et faire ce dont elle a envie. À la seconde où elle a terminé le lycée, Margaret a fait ses valises pour déménager à la Nouvelle-Orléans, dans le quartier français. Le seul endroit où elle se sent libre de s'exprimer. Elle tombe aussi amoureuse de la magie noire. Le quartier est réputé pour cette pratique, ou du moins pour le vaudou. Cela fait des siècles qu'il est présent dans la ville, et notamment dans le quartier français. Très succinctement, le vaudou à la base est une religion née dans le coin du Bénin, en Afrique. Avec le temps, elle s'est transportée jusqu'en Haïti, où cette religion, toujours nommée vaudou, a connu quelques modifications. Quelques changements de croyances, si bien que le vaudou haïtien et africain sont désormais bien distincts. Et puis, il y a une troisième branche avec le vaudou de Louisiane. Avec en tête d'affiche, bien sûr, la figure emblématique que représente Marie Laveau, une prêtresse vaudou incontournable de la Nouvelle-Orléans du 19e siècle. Le vaudou de Louisiane est très orienté autour de ce que les Européens appellent la sorcellerie, même s'il s'agit plus de créer un pont entre le monde des vivants et des morts pour communiquer avec eux. Et l'outil principal pour le faire est la prière. Alors, ce que je viens de vous expliquer n'est pas complet, mais c'est pour que vous compreniez bien de quoi on parle. Le vaudou à la Nouvelle-Orléans génère beaucoup de fascination, du fait de ce côté occulte. Et Margaret Sanchez est l'une de ces personnes fascinées par le mysticisme de cette religion. Mais pour subvenir à ses besoins, la jeune femme ne va pas faire de magie noire. Ce n'est pas pour autant que son métier sera standard. Elle devient une artiste de rue. Ses spectacles tournent beaucoup autour du feu et des flammes. Alors, c'est vrai qu'elle travaille beaucoup dans la rue, mais comme elle est talentueuse, les clubs de la ville sont nombreux à commander son spectacle pour divertir les clients du bar. Et finalement, c'est une situation très confortable pour Margaret qui gagne très bien sa vie. En 2012, elle a 28 ans. Et cela fait des années qu'elle pratique dans les rues du quartier français. Un soir, elle est une fois de plus en train de présenter son numéro aux passants. Mais une petite chose va changer. En plein milieu de son spectacle, ses yeux se fixent sur un homme de 42 ans. Il s'appelle Terry Speaks. Les deux s'échangent des regards tout du long. Et à la fin du show, Margaret s'approche de Terry. Elle se présente à l'homme, ils discutent rapidement, et la jeune femme finit par l'inviter à une soirée où elle doit se rendre avec des amis. Durant toute la fête, les deux ne se quittent pas. C'est un véritable coup de foudre. Et alors qu'ils ne se connaissent que depuis quelques heures, ils passent la nuit ensemble. Mais ces quelques instants sont absolument fabuleux pour l'un comme pour l'autre. Pour Terry, Margaret est une bouffée d'air frais. Elle représente tout à fait le quartier français de la Nouvelle-Orléans, dont il est tombé amoureux. Alors que Terry, c'est tout à fait l'inverse. Il est plutôt calme, peu excentrique.
Et justement, c'est ce qui plaît à Margaret. Finalement, ils se sont bien trouvés. Cela marche bien entre eux. Les mois s'écoulent et leur relation devient très solide. Terry décide qu'il est temps pour lui d'arrêter de vagabonder. Il a trouvé l'endroit où il se sent bien et il compte encore tenter sa chance en amour. Même si, jusque-là, ce sont des chagrins qui l'ont bouleversé. Mais Margaret est différente. Et c'est un 3e mariage pour Terry, qui est vraiment amoureux de cette jeune femme. Mais leur histoire est sur le point de prendre une tournure beaucoup plus sombre et plus sinistre. Terry Speaks et Margaret Sanchez semblent vivre une belle vie du côté de la Nouvelle-Orléans en 2012. Mais à quelques kilomètres de là, dans l'état voisin du Mississippi, à Baie-Saint-Louis, la police passe des moments plus compliqués, avec un corps démembré découvert sur l'une des plages les plus touristiques du secteur. Pour l'instant, les seules choses que les inspecteurs de police savent, c'est qu'une jeune femme a été certainement assassinée puis démembrée avant que les restes de son corps ne soient jetés à cet endroit. Il faut réussir à identifier la victime. Le problème, c'est que sans main, ni pied ou tête, c'est tout de suite plus difficile de parvenir à mettre un nom sur un corps. Il n'y a ni empreinte digitale, ni dossier dentaire exploitable. C'est au médecin légiste de faire avancer l'enquête. Une fois à son cabinet, il est capable de préciser l'âge de la jeune femme qui est autour de la vingtaine, mais pas plus de 25 ans. Surtout, l'autopsie permet de déterminer la cause de la mort. Parce que sur le torse de la victime, il y a une plaie, qui à l'évidence a été faite par un couteau, ou un objet tranchant. Et cette plaie conduit directement jusqu'au cœur. Le coup de couteau a été porté alors que la jeune femme était encore en vie. Et obtenir la cause de la mort est très important, parce que cela confirme qu'il y a bien eu un homicide. Le médecin légiste est aussi capable d'affirmer que le démembrement a eu lieu après la mort de la jeune femme. Par conséquent, il y a de fortes chances pour que le démembrement ait eu comme objectif d'empêcher la police d'identifier le corps, plutôt que de servir de moyen pour s'en débarrasser. D'ailleurs, ce constat est appuyé par une autre découverte sur le corps de la jeune femme. Il y a plusieurs endroits où la peau de la victime a été retirée. Le médecin légiste est formel. Cette opération a eu lieu après le meurtre. Mais alors pourquoi le tueur s'est-il embêté à sectionner des petites surfaces de peau ? Les policiers pensent que c'est peut-être lié au fait de vouloir conserver des parties de la victime, en guise de trophée. Sauf que pour le médecin légiste, c'est autre chose. Pour lui, les personnes qui ont fait ça ont enlevé des marques distinctives du corps pour que personne ne l'identifie. Et ces marques, ce sont des tatouages. Mais retirer les surfaces de peau sur lesquelles se trouvaient ces tatouages est un indice en soi, puisque cela permet aux enquêteurs de savoir où étaient situés ces fameux tatouages sur le corps de la victime. Sans tatouage, sans empreinte digitale, ni dossier dentaire, le tueur a supposé que la police ne découvrirait jamais qui était cette personne. Et sans savoir de qui il s'agit, impossible de remonter jusqu'à lui. Sauf que le travail n'a pas été fait totalement. Sur le cadavre, il reste un piercing au niveau du nombril. Et c'est un nouvel indice. Finalement, les enquêteurs ont de quoi faire pour essayer de retrouver l'identité de cette jeune femme assassinée. Grâce au médecin légiste, ils savent qu'ils doivent trouver une victime dans le début de vingtaine, tatouée et portant un piercing au nombril. L'étape suivante est donc de survoler le fichier des personnes portées disparues en comparant les éléments apportés par le médecin légiste. Rapidement, une jeune femme semble correspondre à ce que les enquêteurs ont observé jusque-là. Elle a 22 ans, des tatouages aux mêmes endroits que les plaies sur le cadavre, et elle porte un piercing au nombril. Sa disparition a été signalée le matin même du 7 juin 2012 par son petit ami, Jérémy. Il s'agit d'une danseuse exotique qui travaille en Louisiane, dans le quartier français, sur Bourbon Street. Son nom est Jaren Lockhart. Et franchement, les inspecteurs sont certains à 95% qu'il s'agit de la victime qu'ils recherchent. Les emplacements des tatouages sont exacts, et toutes les informations concordent. Le seul doute qui se maintient est lié au fait que son identification n'est pas encore confirmée scientifiquement. Mais autrement, ils sont sur la bonne piste selon eux. Son petit ami précise à la police que Jaren lui avait écrit la veille au soir.
Elle lui avait envoyé un message pour le prévenir qu'elle venait de quitter le club où elle avait dansé pour rentrer le rejoindre. Sauf que bien entendu, elle n'est jamais revenue de son travail. Dans le message qu'elle a envoyé à Jérémy, elle semble dire qu'elle a trouvé un chauffeur et que quelqu'un s'apprête à la déposer chez elle. Évidemment, ce chauffeur devient aussitôt une personne d'intérêt. Qui est-il ? Cette mystérieuse personne est-elle liée au meurtre de Jaren ? La police s'interroge, mais elle émet aussi des doutes quant à la version de Jérémy. Dans la plupart des affaires criminelles, la majorité en réalité, les tueurs sont des proches. Et dans cette enquête en particulier, il semble que l'assassin essaye à tout prix de mettre des bâtons dans les roues des enquêteurs. C'est pourquoi ils prennent avec des pincettes ce qui est dit par le jeune homme. Surtout qu'il a mis plusieurs heures avant de signaler la disparition de Jaren. Tard dans la soirée, elle explique qu'elle est sur la route et qu'une personne la dépose. Puisqu'elle n'est pas rentrée dans un laps de temps raisonnable, pourquoi attendre le petit matin pour signaler la disparition ? C'est intriguant pour la police. Mais dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans, pendant que certains essayent de résoudre des affaires de meurtre, d'autres profitent du folklore ambiant, comme Terry et Margaret. La jeune femme a fait plonger son mari dans l'univers du vaudou. Ce nouveau monde occulte est fascinant pour les deux époux qui participent régulièrement à des sessions de magie noire réalisées par des prêtres ou prêtresses vaudou. La police, quant à elle, est donc toujours à pied d'œuvre pour comprendre ce qui a pu arriver à Jaren Lockhart. Du côté du Mississippi, il y a du nouveau, puisqu'une tête vient de s'échouer à environ 4 km de la plage de Baie-Saint-Louis. Cela ne peut pas être une coïncidence. Mais c'est une bonne nouvelle pour l'enquête, puisque qui dit tête, dit dent, enfin normalement. Et elles sont utilisées afin d'officialiser l'identification du corps de Jaren. Et c'est donc confirmé. La jeune femme a bien été assassinée. Cette fois-ci, c'est prouvé définitivement. Le meurtre sordide et surtout le sort qui a été réservé au corps de la jeune femme est si affreux que la presse américaine s'empare de l'histoire. Et tout le monde apprend l'horreur qui vient de se produire. C'est une très mauvaise publicité pour le quartier français de la Nouvelle-Orléans, qui vit du tourisme. Si des gens se trouvant dans ce lieu se mettent à mourir, plus personne ne voudra y mettre les pieds. Et les commerçants mettent la pression sur les policiers. Les enquêteurs décident donc de questionner la famille de la victime, ainsi que ses amis et même ses connaissances, dans le but d'avancer sur ce meurtre. Jaren est présentée comme une mère de famille aimante. Sa petite fille est issue d'un mariage précédant sa rencontre avec son petit ami actuel, Jérémy. C'est pour ça que Jaren était danseuse, pour assurer l'avenir de sa petite fille. Ce n'est pas le métier qui lui plaisait le plus, mais il avait le mérite de permettre à cette maman de gagner beaucoup plus d'argent qu'avec un métier plus conventionnel. Son objectif était de mettre suffisamment de côté pour sa fille, et ensuite retourner à l'école afin de devenir esthéticienne et avoir sa propre entreprise. Et avec un tel profil, difficile d'imaginer qui aurait pu vouloir du mal à une jeune maman prête à tout pour sa fille. Pourtant, les policiers ont une personne dans le radar, Jérémy, son petit ami. Disons-le, il est immédiatement suspecté par les forces de l'ordre. C'est donc à son tour de subir un interrogatoire. Les agents ne sont pas tendres avec lui. Le but est d'observer sa réaction. Et elle n'est pas celle d'un tueur sanguinaire qui viendrait de dépecer sa copine. Il est très triste de sa disparition. Il pleure à chaudes larmes. Et les enquêteurs savent que ce n'est pas une simulation. Il fournit un alibi également. Toute la nuit du meurtre, il aurait été avec des amis. C'est pour cette raison qu'il n'a signalé la disparition que quelques heures plus tard. Il n'avait aucune raison de penser que Jaren était en danger. Ses amis confirment son alibi. Les inspecteurs comprennent alors qu'ils font fausse route. Jérémy et Jaren avaient prévu de se marier. Un assassinat commis par Jérémy n'a pas réellement de sens. Ils étaient fidèles, s'aimaient, et il n'y a donc pas de mobile pour le petit ami, qui est écarté de la liste des suspects. Tout le monde répète que Jaren n'avait aucun ennemi. Sauf qu'une danseuse exotique n'a pas réellement besoin d'ennemis pour être en danger. Un client frustré, un homme ou une femme obsédé par le physique de la belle Jaren, ou un délinquant sexuel. Voilà déjà une liste de prédateurs et de dangers auxquels s'expose la mère de famille avec un tel métier. Les policiers savent que les femmes sont exposées. Même lorsqu'elles ont des métiers de bureau, elles peuvent être des proies pour des gens dangereux.
Et pour une danseuse, les risques augmentent drastiquement. C'est donc au club où travaille Jaren que les enquêteurs se dirigent pour discuter avec les collègues de la jeune femme. Les échanges qu'ils ont avec le personnel, présent le soir de la disparition, sont intéressants. Parce que tous les employés sont certains de ne pas avoir aperçu Jaren quitter le club. Personne ne l'a observé à l'extérieur. Ce qui est étonnant, dans la mesure où elle a dit par message à Jérémy qu'elle partait. Les policiers décident alors de visionner les images de vidéosurveillance du club. Et cela a été une bonne initiative, puisqu'ils découvrent quelque chose d'important pour l'enquête. Le meurtre de Jaren Lockhart a choqué 2 villes. Celle de Baie-Saint-Louis, où les restes mutilés de la jeune femme ont été retrouvés, mais aussi la Nouvelle-Orléans, où elle travaillait. Le tueur a essayé de placer des obstacles pour éviter que la jeune femme ne soit identifiée. Mais cela n'a pas fonctionné. Et en plus, les enquêteurs sont à présent sur une piste très sérieuse. Ils sont devant un écran, en train de visionner les images des caméras de sécurité du club. Et à 2h du matin, ils voient Jaren quitter les lieux. Sauf qu'elle n'est pas seule. Il y a 2 personnes avec elle, un homme et une femme. Les inspecteurs, après avoir vu ces images, retournent discuter auprès des employés. Ils leur demandent s'ils ont croisé cet homme et cette femme la veille. Il y a plusieurs danseuses qui disent leur avoir parlé. D'après elles, ce couple proposait de l'argent pour une danse en privé. Manque de chance, personne n'a eu le réflexe de demander le nom à ces gens. Bien qu'ils n'obtiennent aucun nom, les agents commencent à voir le tableau se dessiner. Ce couple a proposé de l'argent à des danseuses, jusqu'à ce que l'une d'entre elles accepte. Et en réalité, dès le départ, il s'agissait d'un piège pour commettre un meurtre. Il y a donc une préméditation derrière cet acte. La priorité désormais est de découvrir l'identité de ces personnes. Comme il n'y a aucune autre piste que la vidéo et que les médias se sont fortement intéressés à l'affaire, les enquêteurs décident de se servir de ces derniers pour faire progresser leur investigation. Ils transmettent les images aux chaînes de télévision qui se ruent dessus et les passent en boucle durant leurs journaux télévisés. Le but est d'obtenir l'aide du public et bien sûr des noms si c'est possible. Cette stratégie est un franc succès. Quelques heures seulement après avoir diffusé la vidéo, une femme contacte les autorités pour leur signaler qu'elle sait qui sont l'homme et la femme en compagnie de Jaren. Et pour cause, c'est la mère de la jeune femme qui est au téléphone. C'est sa fille sur la vidéo, et elle s'appelle Margaret Sanchez. L'homme qui est avec elle, c'est son petit ami, Terry Speaks. Puisque les policiers tiennent au téléphone la mère de leur suspecte dans le meurtre de la jeune maman, ils demandent à en savoir plus sur elle. Et le tableau qui était peint par la mère de Margaret n'est pas très reluisant. D'après elle, sa fille a toujours été incontrôlable. Elle n'est pas parvenue à lui faire emprunter le droit chemin. Et lorsqu'elle a quitté la maison pour s'installer dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans, les choses n'ont fait qu'empirer. Margaret passe à présent sa vie dans le monde de la drogue et de l'alcool. Il n'y a quasiment aucun jour durant lequel elle ne se trouve pas sous l'effet de substances. Sa vie ne consiste qu'à faire la fête. Sa mère explique qu'elle a toujours su que son style de vie finirait par mal tourner. Mais elle n'avait jamais pensé que cela conduirait à assassiner une autre personne. D'ailleurs, d'après elle, c'est pour cette raison que Terry et elle s'entendent à merveille. C'est parce qu'ils sont tous les deux accros à la drogue et à l'alcool. Ils ont les mêmes centres d'intérêt. En voyant sa fille sur les images diffusées par les médias, la mère de Margaret a ressenti du dégoût. Mais s'est sentie obligée d'appeler la police, même s'il s'agissait de sa propre fille. Alors, bien que la mère de Margaret soit convaincue que sa fille est une meurtrière, les enquêteurs, eux, n'ont aucun élément allant en ce sens, ou du moins aucune preuve. Il faut donc réussir à relier ce couple à Jaren Lockhart, pour envisager une suite avec cette théorie. Les casiers judiciaires de Margaret et Terry sont contrôlés. La jeune femme n'a jamais eu de problème avec la justice. Ce n'est pas un bon point pour l'enquête. Et si c'est pareil pour Terry, cette piste risque de s'éteindre. Sauf que ce n'est pas le cas. L'homme a quelques lignes sur son casier. Souvenez-vous, Terry aurait annoncé à sa femme qu'il devait saisir une opportunité en or du côté de New York. C'est la raison qui le poussait à s'éloigner de sa famille restée en Caroline du Nord.
Mais cette version est un mensonge. Il n'est jamais allé à New York. La vérité est qu'il a commis un crime sexuel. En 2003, alors qu'il est encore marié avec Cindy, sa seconde femme, Terry est accusé d'avoir eu une relation sexuelle avec une mineure de 14 ans. Lorsqu'il s'est fait arrêter, la défense de l'homme face aux policiers et aux juges était d'expliquer qu'il pensait que cette fille avait 19 ans et non 14. Visiblement, aussi surprenant que cela puisse paraître, surtout aux États-Unis, le juge s'est montré peu sévère. Et il n'a été condamné qu'à 3 mois de prison. Évidemment, Cindy le savait. La version du voyage à New York est celle qu'a présentée Terry à ses proches. Mais quand il a été incarcéré, sa deuxième épouse a demandé le divorce, puis a coupé les ponts avec son ex-mari, qui était un délinquant sexuel à présent. Une fois libéré de prison, Terry a été mis à l'épreuve. Mais au lieu de respecter les conditions de celle-ci, il s'est enfui et a sillonné le pays pour ne pas retourner en prison. Puisqu'il est un délinquant sexuel, la loi aux États-Unis veut qu'à sa sortie, il aurait dû s'enregistrer comme tel. Au lieu de cela, il est parti. Et il était recherché pour ce manquement. Aux États-Unis, les délinquants sexuels sont obligés de s'annoncer. Et le voisinage est donc prévenu qu'il y a une personne ayant commis de tels crimes. Leur photo est diffusée, leur nom, leur identité, rien n'est caché. Et ils sont donc affichés. Terry voulait donc éviter cela. Ce casier judiciaire et ce non-respect de sa mise à l'épreuve sont des éléments suffisants pour les enquêteurs, qui lancent un mandat d'arrêt à l'encontre du couple. Il faut patienter 2 jours avant que l'affaire ne progresse à nouveau. Une patrouille de police repère le véhicule de Terry et Margaret. Les agents interpellent le conducteur. Terry se gare sur le côté, mais avant que l'agent n'arrive à la hauteur de la fenêtre de la voiture, l'homme ouvre violemment la porte pour s'enfuir en courant. Une course-poursuite démarre dans les rues de la Nouvelle-Orléans. Cependant, Terry ne réussit pas à distancer le policier qui place donc l'homme en état d'arrestation. A-t-il fui parce qu'il se savait recherché à cause de sa mise à l'épreuve ou parce qu'il est responsable du meurtre de Jaren Lockhart? Dans tous les cas, Terry Speaks aura du souci à se faire face aux policiers. Margaret est également placée en état d'arrestation pour avoir hébergé un fugitif. Cette qualification est plus un prétexte, afin de garder le couple dans les locaux le plus longtemps possible. Avec les 2 suspects en garde à vue, les enquêteurs ont bon espoir de faire monter la pression, en les interrogeant séparément pour les faire craquer. Sauf que Terry n'a pas l'intention de parler aux forces de l'ordre. Il dit qu'il s'est enfui parce qu'il ne comprenait pas ce qu'il se passait à ce moment. Il a eu peur pour sa vie, et c'est la raison qui l'a poussé à partir en courant. Suite à cette explication tirée par les cheveux, il déclare qu'il ne sait rien à propos du meurtre de Jaren Lockhart. Puis, il invoque son droit à garder le silence. Puisque Terry joue les durs à cuire, les agents se rendent auprès de la seconde personne suspectée, Margaret. Alors que les inspecteurs pensaient avoir plus de chance avec la jeune femme, ce n'est pas du tout le cas. Elle dit qu'elle ne comprend pas son arrestation. Les policiers agacés montrent alors les images où l'on voit Terry et Margaret quitter le club de striptease en compagnie de la victime, Jaren. Margaret indique qu'elle n'a aucun souvenir de ce moment. La seule chose dont elle se rappelle, c'est d'avoir été malade. Elle avait une intoxication alimentaire. Et en rentrant, elle a vomi absolument partout. Les explications de la jeune femme sont étranges. Les enquêteurs ne croient pas un mot de ce qu'elle raconte. Ils s'apprêtent à faire monter la pression. Mais ils sont pris de court par le comportement de la jeune femme justement, qui se lève de sa chaise pour aller s'asseoir dans un coin de la pièce. Elle se recroqueville, puis se met à sucer son pouce. Les agents qui l'interrogent sont désemparés, et cela sonne la fin de l'entretien. Les policiers ne comprennent pas bien la scène qui vient de se jouer. Ils se demandent si cette attitude est liée à un manque, des troubles mentaux, ou si c'est une simulation. Impossible d'en avoir le cœur net. La seule chose certaine, c'est que Terry et Margaret en savent bien plus sur la mort de Jaren qu'ils ne le prétendent. Ils sollicitent donc un mandat de perquisition auprès du juge, qui leur accorde, et se rendent au domicile du couple pour le fouiller et tenter de trouver des indices les liant à Jaren. La première surprise, lorsque les enquêteurs franchissent le pas de la porte, c'est que le logement est complètement propre. Tout a été nettoyé à la javel et avec d'autres produits chimiques. Alors c'est évidemment suspect. Mais Margaret semble avoir anticipé l'explication de ce nettoyage approfondi.
en racontant qu'elle avait vomi partout en rentrant chez elle ce soir de juin. La police ne trouvera aucune trace laissant suggérer la présence de Jaren dans la maison. Mais il y a tout de même un point qui retient l'attention des agents. Margaret possède une petite étagère remplie de livres. Et parmi ces ouvrages, il y en a un qui détaille l'anatomie humaine. C'est précisément ce type de livre qui pourrait être utile lorsque l'on souhaite démembrer une personne. Ce n'est pas tout. Juste à côté, sur un autre meuble, il y a ce qui semble être un hôtel, avec des objets très étranges, et beaucoup de livres parlant de magie noire et de vaudou. Les enquêteurs commencent à suspecter que les croyances sombres de Margaret et Terry auraient pu conduire au meurtre de la pauvre Jaren. A-t-elle été victime d'un rite satanique ou autre mouvement occulte ? Les agents se posent sérieusement la question, et ils vont obtenir une réponse qui donne froid dans le dos. La perquisition au domicile de Margaret Sanchez et Terry Speaks est un échec. Aucune preuve directe ne les reliant au crime n'est découverte. Pourtant, les lieux ont été passés au crible par les forces de l'ordre. Les canalisations ont été observées, tout comme la machine à laver, le sèche-linge, bref, tous les endroits où du sang aurait pu s'écouler suite à un démembrement. Mais il n'y a rien. Et pourtant, il y a eu un grand espoir quand la police scientifique a cherché des indices dans la voiture de la jeune femme. Du sable a été découvert, mais surtout des cheveux de la même couleur de ceux de Jaren. Seulement, l'examen ADN n'a rien donné. Cette affaire semble beaucoup plus compliquée à résoudre que ce que pensaient les policiers au départ. Ils ont beau suspecter fortement le couple, et même posséder cette fameuse vidéo de caméra de surveillance, il n'y a rien pour les inculper définitivement du meurtre. 8 semaines après l'interpellation du couple, Margaret Sanchez est libérée. Et les charges retenues contre elle, s'agissant de l'hébergement d'un fugitif, sont abandonnées. Terry, quant à lui, est envoyé en prison du côté de New York, pour ne pas s'être enregistré comme délinquant sexuel. L'investigation sur le meurtre de Jaren Lockhart perd en vitesse, et finalement, elle s'enlise totalement. Les policiers ont beau continuer d'enquêter, il n'y a plus aucune piste qui est découverte. 1 an plus tard, le dossier n'a pas avancé d'un poil. Les enquêteurs prennent alors la décision de rendre visite à Terry, toujours en prison, afin de tâter le terrain, en espérant qu'il décide de faire des révélations sur cette nuit tragique. Et ils ont un plan. Ils savent que Terry souhaite sortir le plus tôt possible. Ils vont alors sous-entendre qu'ils ont fait des découvertes, qui pourraient le conduire à être condamné pour meurtre et donc rester beaucoup plus longtemps en prison. Ils disent à l'homme qu'ils ont découvert des cheveux dans la voiture de Margaret, qu'ils savent qu'ils appartiennent à Jaren, et que du sable provenant de la plage où le corps a été découvert est aussi présent dans le véhicule. Les policiers demandent à Terry ce qu'un jury penserait de ça. Mais en face, il y a un véritable mur. Il ne craque pas. Il dit qu'il aime Margaret, qu'il n'a aucun souvenir de cette nuit de juin, et qu'il n'a plus qu'un but à présent, devenir sobre et se marier avec sa future femme. Les forces de l'ordre n'obtiennent pas ce qu'elles sont venues chercher. En revanche, elles ne repartent pas les mains vides. Les correspondances par email entre Terry et Margaret sont conservées par l'administration pénitentiaire, qui contrôle chaque message reçu et envoyé par un détenu. Ces échanges sont fournis à la police, qui les étudie alors. Et il y a des informations intéressantes. À plusieurs reprises, Terry dit à Margaret de se taire. Et puis, il y a un passage assez incriminant, où l'homme a écrit « Je suis en prison et je me tais », ce qui te permet de ne pas aller en prison. Il est évident qu'il cache un secret macabre. Mais les policiers ne parviennent pas à forcer le destin. Cependant, en parcourant ces centaines d'emails, les enquêteurs tombent sur des références astrologiques. Et notamment un événement qui serait lié à l'alignement de certaines planètes. Il s'agit plutôt de l'alignement entre la Terre, Vénus et notre étoile, le Soleil. Ce phénomène a un nom. Cela s'appelle le transit de Vénus. Et c'est assez rare. Cet alignement a eu lieu en 2004 et 2012 pour les plus récents. Et les suivants seront en 2117 et 2125. Mais alors, pourquoi la police s'attarde sur cette mention du transit de Vénus ?
Eh bien déjà parce que cela s'est produit en 2012. Et surtout, dans les livres occultes retrouvés chez Margaret, il est fait mention de ce phénomène. Et en lisant les passages de ces ouvrages, les enquêteurs comprennent que le transit de Vénus est une période propice pour les sacrifices humains. D'anciennes tribus indiennes sacrifiaient des femmes, puis envoyaient le cadavre dans l'océan. En apprenant ça, les policiers se renseignent sur la date à laquelle doit se dérouler le transit de Vénus en 2012. Et il est déjà passé. Il s'est produit le 6 juin 2012. Logiquement, si un rituel de sacrifice avait dû avoir lieu, c'est la date à laquelle il se serait produit. Cela ne vous a pas échappé. Le 6 juin est également la date à laquelle Jaren Lockhart a été assassiné. Les inspecteurs commencent fortement à envisager la théorie du sacrifice humain. Alors, ils continuent d'approfondir leurs recherches au sein des livres occultes appartenant à Margaret. Parce que finalement, la question c'est « Pourquoi offrir une personne en sacrifice ?» Les livres de magie noire expliquent que le sacrifice d'une femme permet d'obtenir des résultats miraculeux afin de se purifier de tous les démons. Donc le but est une purification. C'est ça le mobile du meurtre? Mais se purifier de quel démon? Et aussi fou que cela puisse paraître, il y a des réponses à ces questions. C'est un témoignage d'une personne inattendue qui éclaire les policiers. Le compagnon de cellule de Terry. Il raconte une conversation qu'il a eue avec lui. Terry aurait expliqué qu'il était toujours amoureux de Margaret, mais que leur relation avait connu des hauts et des bas. Et lorsque tous les deux consommaient énormément de drogue, ils se disputaient constamment, au point d'envisager de se séparer, alors que l'amour était pourtant bien présent. Afin de ne pas briser la flamme, étant persuadé d'avoir trouvé l'âme sœur, ce couple était prêt à tout. Et notamment Terry après ses 2 derniers mariages manqués. C'est une amie de Margaret qui lui a conseillé de se rendre auprès d'un prêtre vaudou qu'elle connaît et qui sait résoudre ce genre de difficultés. C'est ainsi que Terry et sa petite amie se sont présentés chez ce prêtre qui leur a donné la solution. Un sacrifice humain pour sauver leur amour. En tuant une femme et en jetant son corps dans l'océan, tous leurs problèmes seront réglés. Terry n'a pas donné plus de détails à ce sujet, ou même prononcé le nom de Jaren. Mais ce témoignage du compagnon de cellule est précieux. Les enquêteurs tentent une dernière fois de savoir qui a été à l'initiative de ce meurtre entre Terry et Margaret. Mais chacun continue de garder le silence, et la police ne saura probablement jamais comment cette décision a été motivée. Mais avec les éléments recueillis, les forces de l'ordre sont enfin capables d'inculper le couple pour meurtre avec préméditation. Alors, c'est un peu risqué. Parce que, lors du procès, il n'y aura pas réellement de preuves directes à soumettre au jury. Et c'est justement là toute la stratégie de la police et du procureur. L'inculpation pour meurtre avec préméditation met en jeu une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Et le procureur espère bien que la peur qu'une telle sentence soit prononcée contre les 2 suspects force l'un d'entre eux à parler. Et le fait qu'ils soient 2 est aussi un élément important. Parce que, au cours du procès, le procureur pourra offrir une peine plus clémente au premier des 2 qui décidera d'avouer et de faire tomber l'autre. Le but est donc de dresser l'un des membres du couple contre l'autre. C'est une stratégie risquée. Si personne ne parle, ils pourront sûrement sortir libres du tribunal, alors qu'ils ont certainement commis un meurtre affreux. Et, ne pouvant pas être jugés 2 fois pour une même affaire, ils seront libres définitivement. Margaret et Terry s'apprêtent donc à être jugés séparément. Quand le procès de Terry a débuté, l'accusation a exposé les faits qui se sont déroulés le soir du 6 juin 2012. Selon elle, le couple voulait résoudre leurs problèmes. Pour y arriver, et sur conseil d'un prêtre vaudou, il fallait sacrifier une jeune femme avant de jeter son corps dans l'océan. Ensemble, ils se sont donc rendus dans un club du quartier français de la Nouvelle-Orléans, où ils ont demandé à plusieurs danseuses une danse privée pour 700 $. Tout le monde a refusé, sauf Jaren, qui était un peu à court d'argent ce mois-ci, et les a donc suivis jusque chez eux pour animer cette petite fête privée. Une fois dans la maison, Margaret aurait attrapé Jaren par derrière pour offrir une occasion à Terry de planter un coup de couteau en pleine poitrine de la jeune femme. Ce qu'il a fait. Suite à ce sacrifice, ils ont utilisé un livre détaillant l'anatomie humaine afin de démembrer et décapiter la victime.
Le démembrement ne fait pas partie du rituel de sacrifice. Le couple a découpé la victime pour compliquer la tâche des autorités et éviter que l'on ne remonte jusqu'à eux. D'ailleurs, ils se sont appliqués à la démembrer en tellement de morceaux que, malgré des recherches sans précédent, tout le corps de Jaren n'a pas été retrouvé. Ensuite, le couple s'est débarrassé des restes dans l'océan. La voiture de Margaret a été filmée par des caméras de surveillance sur une autoroute en direction d'une plage dans l'état du Mississippi. Ils ont donc traversé la Louisiane pour se rendre au Mississippi, là où le corps de la victime a été découvert. Et c'est un élément particulièrement incriminant. Voici pour l'explication de l'accusation. C'est au camp de Terry de contrer cette argumentation. Et quand je dis le camp de Terry, je veux dire Terry Speaks lui seul. En effet, il considère que ses avocats font du mauvais travail et qu'il est capable de se défendre lui-même. Il remercie donc son équipe juridique. Et sa défense est la suivante. Il maintient qu'il n'a jamais rencontré Jaren Lockhart, que l'accusation ne peut pas prouver le contraire, et comme il n'a jamais eu de contact avec la victime, il ne peut pas être son assassin. Il aurait peut-être mieux fait de conserver son équipe d'avocats, parce que cette défense n'est pas du goût du jury populaire, qui reconnaît Terry Speaks coupable de meurtre avec préméditation. Il est donc condamné à purger une peine d'emprisonnement à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. C'est ensuite au tour de Margaret. En voyant que son petit ami a été condamné à une peine d'emprisonnement à vie, elle se doute que le même sort l'attend. Elle décide donc de passer un accord avec le procureur. Elle plaide coupable du meurtre avec préméditation et écope de 40 ans d'emprisonnement avec une possibilité de libération conditionnelle. Malgré son plaidé coupable, elle ne donne pas plus de détails sur la nuit du meurtre. Le procureur a tout de même soumis cette offre à cause de l'absence de preuves directes. Et surtout, Margaret, contrairement à Terry, n'avait absolument aucun antécédent avec la justice. Elle aurait eu des chances de sortir libre du tribunal. L'identité du prêtre vaudou n'a pas été découverte par les policiers, qui auraient bien aimé contrôler ses pratiques, parce qu'un meurtre absolument ignoble a eu lieu sur ses recommandations. En attendant, Jaren Lockhart laisse derrière elle une petite fille qui grandira sans sa maman. Voici pour cette terrible affaire de sorcellerie. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez magie en commentaire. J'espère que vous avez apprécié mon récit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très vite. Bye.